nu. Eh bien, on l'a fait. Vous foutez de ma gueule. Ça va la régie? Tu veux un autre café peut-être? Je sais pas, je recommence à partir d'où? Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien du coup. Alors, vous le vouliez, on va faire une petite revue de presse internationale pour parler de sujets, de questions d'actualité internationale en dehors, on va dire, des Nations Unies. Donc voilà, alors, vous le demandiez aussi, du coup, le premier sujet que dont je vais vous parler, ça va être donc le Qatar et ce qui vient de se passer. Attends, 2 secondes. Avec ce qui vient de se passer avec l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça sera le premier sujet. Et ensuite, le deuxième sujet qu'on va aborder, ça va être la création du G5 Sahel. C'est une force commune des pays du Sahel qu'ils ont créée avec le soutien des Nations Unies qui ont voté une résolution lundi dernier. Donc ça, on va en parler en deuxième temps. Et ce que je vous propose aussi, si ça vous intéresse, du coup, c'est qu'on regarde le vote de cette résolution. Ça dure que 15 minutes à la fin. Enfin, ça dure que 15 minutes, on fait ça sur la fin, et pour voir un petit peu justement comment ça se justifie du point de vue de la France et du Mali. Donc voilà. Enfin voilà, bon, j'espère que vous allez tous très bien. Donc salut Fanny, salut Corey, salut Osted, salut Caboche, salut Exode, salut Hermès, salut Jucar. Enfin voilà. Bah écoutez, on va se lancer ça. Tom, première image. Voilà. Alors, premier article du coup que j'ai choisi, donc c'est un article du Courrier International en date donc du 14 juin dernier. Alors, qui grosso modo en fait, si vous voulez, explique un petit peu comment on en est arrivé là, résume un petit peu le rôle voilà d'enfant terrible qu'a le Qatar dans les pays du Golfe, car en fait, il faut savoir que cette crise qui est apparue donc je la rappelle vite fait, le 5 juin, l'Arabie Saoudite et ses alliés donc, du Golfe, sauf donc l'Oman et le Koweït, mais sinon tous les autres pays du Golfe avec l'Égypte et la Libye ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar et notamment de lui imposer un blocus maritime, aérien et terrestre. Donc voilà. C'est une crise qui a un peu surpris tout le monde, surtout qu'on est quand même en pleine rivalité chiite-sunnite entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, c'est une crise qui a un petit peu surpris tout le monde, mais il faut savoir qu'en fait, ça faisait déjà quelques années que c'était en train de mûrir. Et donc, du coup, cet article du Courrier International explique voilà, justement ce rôle d'enfant terrible qu'avait le Qatar et qui lui a un peu attiré l'inimité du reste des pays du Golfe et surtout du Moyen-Orient. Alors en fait, l'Arabie Saoudite, pour justifier ce blocus, a accusé le Qatar. A accusé le Qatar que en fait il soutenait des groupes terroristes. Ça prête à sourire parce que l'Arabie Saoudite est pas totalement blanche non plus dans cette affaire. C'est un petit peu comme si un fumeur en tirant une grosse latte disait à son pote qui fume aussi, putain mec tu devrais arrêter quoi. Enfin il y a un petit peu de l'hôpital qui se fout de la charité. Grosso modo, est-ce que le Qatar finance vraiment, on va dire, des mouvements terroristes? Il faut savoir qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est que les États du Golfe ne financent pas officiellement. Voilà, c'est pas l'État de l'Arabie Saoudite, l'État du Qatar, l'État du Koweït, l'État des Émirats Arabes Unis qui finance des groupes, on va dire djihadistes ou choses comme ça. Ce sont en général des riches financiers qui souvent font partie ou ont des relations très importantes auprès de ces familles qui dirigent ces États-là. Et, euh, et ça, ce sont des choses qui en général se contrôlent pas trop en fait au sein de l'État. C'est-à-dire qu'on peut accuser l'État qatari de financer ces groupes-là, mais c'est pas l'État qatari qui finance, ce sont voilà des riches hommes d'affaires qui ont fait fortune, donc soit sur le pétrole, soit sur le gaz. Donc voilà. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
là, il y a une différence idéologique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite sur ce que c'est qu'un groupe terroriste. Pour tous les autres pays du Golfe, un groupe terroriste, ça peut aussi bien être un mouvement politique islamique, type frères musulmans, et comme ça peut être Daesh, Al-Qaïda, enfin voilà, des organisations terroristes. Et pour le Qatar, lui, fait une différence entre ça. Le Qatar, lui, le Qatar, lui, considère les frères musulmans, en fait, comme un mouvement politique et non pas comme une organisation terroriste. Et le Qatar, en fait, soutient les mouvements des frères musulmans dans le monde arabe pour un petit peu damer le pion à l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Alors voilà, bon, ça c'est voilà à peu près sur cette question en fait justement du prétexte de l'Arabie Saoudite, sur on va dire l'agression, enfin le blocus qu'ils ont mis en place sur le Qatar. Alors qu'est-ce qui au final diffère ces deux États-là? La principale chose, c'est qu'il y a une différence. D'abord politique. Le Qatar a toujours voulu s'émanciper de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est la première puissance du Golfe et elle entend le rester et que tous les autres États en fait se rangent derrière elle pour créer un bloc sunnite pour contenir l'influence chiite iranienne. Sauf que le Qatar, lui, il n'entend pas de cette oreille. Le Qatar, c'est un tout petit État qui est à peine plus grand, qui fait autour de la taille de la Corse. Il y a à peu près 3 millions d'habitants, mais sur ces 3 millions d'habitants, plus de 90% sont des migrants qui sont là pour travailler sur les chantiers. Sinon, le reste, c'est juste les Qataris sont assez peu nombreux au final sur l'ensemble de la population. Et ils vivent tous ils profitent tous de la manne du gaz, en fait, parce que le Qatar a fondé sa richesse sur le gaz. Et donc du coup, il y a le Qatar a un esprit un peu de fronde en fait au sein du Golfe Persique. Notamment, il s'est mis à financer ces dernières années, un peu à tout va et par des achats assez spectaculaires. Il s'est mis à investir un peu partout, notamment en Europe. Donc, on a eu effectivement en France, par exemple, le rachat du Paris Saint-Germain, mais on a eu aussi le rachat de grands hôtels, des choses comme ça. Ça a fait beaucoup de bruit parce que voilà, les Qataris, en fait, c'est vraiment de montrer qu'ils ont beaucoup d'influence, beaucoup d'argent, et donc du coup, ils médiatisent énormément leurs investissements, ce que n'aime pas du tout l'Arabie Saoudite. Et donc il y a déjà cet aspect-là. Aussi le fait que du coup le Qatar dame un peu le pion à l'Arabie Saoudite dans les investissements en Europe. Et, euh, et voilà. Alors, peut-être répondre à deux, trois questions du coup. Bonjour le chat, bonjour Alexandre. Quelqu'un peut-il me dire depuis quand l'émission a commencé? Ça a commencé depuis 10 minutes. Les Qatar et l'Arabie Saoudite sont tous les deux sunnites, non? Alors oui, tout à fait, calme. Ils sont tous les deux sunnites. En fait, la divergence entre les deux est surtout, voilà, c'est une histoire d'influence politique, de rivalité en fait sur celui qui sera le plus influent dans le monde arabe. Donc voilà. Tu as suivi que l'Arabie Saoudite a émis 13 conditions pour la fin du blocus, l'une d'entre elles est la fermeture d'Al Jazeera. Merci Beer Army, pardon. C'est justement un autre point très important, à savoir que du coup le Qatar a créé en 1996 une chaîne d'information qui est aujourd'hui très connue, mais à l'époque a surpris beaucoup de gens dans le monde, c'était Al Jazeera, une chaîne d'information internationale qui donne en fait qui a une grille de lecture en fait. Enfin, c'est comment il voulait le dire. C'était grosso modo une chaîne d'information qui donne la vision un peu arabe du monde, si vous voulez. Et ça a été vraiment un moment très novateur dans le monde arabe parce que Al Jazeera commentait la vie politique dans le monde arabe et notamment parlait des déplacements, comment dire, médiatiser les déplacements, par exemple des princes ou de la famille saoudienne, des dictateurs en Égypte, en Syrie, etc. Et s'est fait énormément connaître au moment des attentats du 11 septembre, puisque après les attentats du 11 septembre, c'était les seuls à avoir pu couvrir le message de Ben Laden qui revendiquait l'attentat et menaçait le monde occidental. Et ensuite, ils ont énormément couvert la guerre en Irak.
Et ils ont d'ailleurs participé du coup à la mauvaise presse des États-Unis, enfin à comment dire, à la désapprobation de l'opinion internationale vis-à-vis des États-Unis et de leur intervention en Irak. Donc voilà. Et ça, cette chaîne-là, du coup, a pris un rôle très important durant les printemps arabes. Euh, Puisque durant les printemps arabes, la Al Jazeera du coup a beaucoup médiatisé les occupations, les manifestations, l'occupation de la place Tahrir, etc. Et pour l'Arabie Saoudite, justement, Al Jazeera a en fait a favorisé, a soutenu en fait les mouvements du printemps arabe. Or, l'Arabie Saoudite, elle, le printemps arabe lui fait énormément peur, puisque c'est du coup des mouvements démocratiques, populaires, qui renversent des régimes autoritaires. Et l'Arabie Saoudite est un régime autoritaire. Donc du coup, pour elle, le Qatar joue avec le feu et elle a peur justement des conséquences que ça pourra avoir sur son régime. D'autant plus qu'il y a quand même des contestations au sein de l'Arabie Saoudite sur les droits civiques. Sans compter aussi les contestations au sein de la communauté chiite qui est en Arabie Saoudite. Donc voilà. Alors Gultix, mais l'Arabie Saoudite qui condamne le Qatar pour soutien au terrorisme, c'est un peu comme Marc Dutroux qui condamne les églises pour pédophilie, non? Bravo Gultix, j'aime beaucoup. À propos de la guerre en Irak, on n'aura pas un petit jingle. On mettra le jingle quand on va faire le commentaire justement de la réunion à la fin de cette émission. Donc voilà. Alors voilà. Et deuxième point, autre chose donc sur le Qatar. Bah tiens, tu peux mettre une autre image? L'autre image du coup? Voilà. Alors on a une petite carte du coup. Parce que alors moi je parle, au final je fais plus attention à l'image. Donc voilà, alors là grosso modo si vous voulez, ça vous montre où se situe le Qatar et surtout quels sont les pays du coup du Golfe qui ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques. Et ce que vous devez voir, c'est justement que le Qatar a une position stratégique au sein du Golfe Persique, puisque du coup, vous voyez que le Qatar est juste en face de l'Iran, et il est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, ouais bah ça va Fanny, tu peux le voir quand même. Donc l'Arabie Saoudite et l'Iran, vous le savez, sont en bisbille du coup, et le Qatar est juste entre les deux. Et il faut savoir qu'en fait le Qatar, lui, ne refuse de suivre la ligne refuse de suivre donc la ligne de Riyad, donc de l'Arabie Saoudite, à savoir de considérer l'Iran comme un ennemi parce qu'ils sont chiites. Le Qatar, lui, voit plus l'intérêt de l'investissement. Il faut savoir que du coup, voilà, le Qatar, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fondé son développement et sa richesse sur le gisement gazier qui se situe au large de ses côtes. Et donc du coup, le Qatar a décidé depuis quelques années de coexploiter ce gisement avec l'Iran. Et ça, pour l'Arabie Saoudite, c'était une provocation de plus. Donc voilà, c'était un élément, c'est un élément, l'élément économique qui est assez important aussi. Donc voilà. Et du coup, je peux mettre l'article suivant, s'il te plaît, Tom, si l'ordinateur veut bien. Ah ouais, mais si l'ordinateur veut pas. Bon, j'enchaîne. Alors du coup, l'article qu'on veut vous montrer, si vous voulez, c'est un article donc de Slate qui date d'il y a 3 ans, mais que j'ai trouvé très intéressant et qui en fait, si vous voulez, met grosso modo, essaie de répondre à des questions de vrai ou faux sur la relation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et du coup, ils expliquent notamment que c'est pas parce que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont tous les deux sunnites que ça doit être forcément la lune de miel et tout ça. Et ils soulignent encore une fois tout ce que je vous ai précisé, à savoir donc que Al Jazeera est l'un des nœuds du problème, que le Qatar la volonté d'émancipation du Qatar est problématique. Et alors surtout, ils insistent là-dessus justement, c'est qu'au moment du printemps arabe, du coup, le Qatar a soutenu les mouvements islamiques démocratiques, enfin, qui voulaient jouer le jeu des élections, à savoir notamment les frères musulmans. Et ça a été notamment le cas, ils ont soutenu en Égypte, les frères musulmans, qui ont donc
grâce au soutien du Qatar notamment, mais pas que évidemment, ont pu arriver au pouvoir, remporter les élections, etc. Et ça, c'était une grande victoire pour le Qatar et un énorme camouflet pour l'Arabie Saoudite. Pareil en Libye, après la chute de Kadhafi, il y a eu un moment, il y a eu deux gouvernements qui n'étaient pas d'accord en Libye. Et l'un d'entre eux était de la mouvance des frères musulmans et qui était donc soutenu par le Qatar. Et l'autre gouvernement était soutenu par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc voilà, et alors pour terminer, avant de répondre à ta question, Calme, euh, justement, quand il y a eu le coup d'État militaire, ça a été du coup le retour de l'Arabie Saoudite dans le jeu politique égyptien, puisque du coup c'était un revers pour le Qatar. Donc voilà. Acropolis, est-ce que tu penses pas que le conflit a été initié et encouragé par les États-Unis qui vendent des armes à tous les belligérants? Tu parles pour le conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite? Bah pour l'instant, c'est pas un conflit militaire et il y en aura jamais parce qu'on parle d'une intervention. Il y a enfin, deux trois déclarations un peu fantaisistes qui parlent grosso modo peut-être d'une intervention militaire de l'Arabie Saoudite dans le Qatar. Enfin, juste rappeler un détail. Il y a quand même une base militaire américaine à Doha, donc au Qatar, où sont stationnés près de 10 000 militaires américains. Donc je pense qu'à mon avis, non, ça s'enflammera pas plus que ça. Ça va juste rester au niveau diplomatique. Et alors, justement, pour répondre derrière ça à ta question, Calb, le truc c'est que les États-Unis vont pas s'amuser à jouer à attiser un conflit dans cette région-là. C'est pas du tout leur intérêt, puisqu'encore une fois, ils ont une base au Qatar. Ils ont une base en fait dans tous les États partis de ce conflit-là. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop intérêt à justement alimenter le conflit. Et c'est surtout que Trump, encore une fois, a tweeté après le blocus que grosso modo, c'était bien que l'Arabie Saoudite ait fait ça et que il était temps que le Qatar rentre enfin, arrête de financer des mouvements terroristes. Encore une fois, Trump a un peu tweeté sans trop réfléchir et il doit pas vraiment connaître assez bien le dossier. Donc voilà. Est-ce que le Qatar a une armée? Il me semble oui qu'ils doivent en avoir une. Après, tu sais, comme c'est tout petit, bon, c'est pas là-dessus qu'ils vont jouer quoi. Donc voilà. Et donc dernière chose, alors là il y avait la question de savoir justement donc comment ça peut évoluer. Euh, Savoir que du coup le Qatar a un. La question c'est de savoir justement est-ce que ce blocus va impacter le Qatar. Euh, alors là-dessus, le Qatar, bon, c'est pas vraiment, ils vont pas mourir de faim quoi que ce soit. Justement, Fanny, tout à l'heure, tu citais un article qui expliquait que le Qatar va faire importer 4000 vaches par avion. Du coup, ça montre que les moyens des Qataris sont tels que de toute façon, ils peuvent faire importer tout ce qui sera alimentaire par voie maritime de pays qui sont plus éloignés évidemment et par voie aérienne. Donc à partir de là, ils vont survivre. Par contre, ce qui peut être inquiétant, c'est pas tant pour les Qataris eux-mêmes qui ont des moyens, puisque du coup, ce petit blocus va faire forcément renchérir les prix à la consommation. Mais bon, pour la plupart des Qataris, ça sera pas trop un problème. Ça sera plutôt un problème pour les ouvriers qui travaillent là-bas et qui ont des revenus beaucoup plus modestes. Donc voilà. Ça fait déjà un bout de temps qu'il y a ce blocus, non? Alors évidemment, Eddie Zubaru, ça date depuis le 5 juin. Donc voilà. Et est-ce que le blocus peut impacter la Coupe du Monde? Euh, oui, il y a deux, trois. On se pose un peu la question. Enfin, à savoir quand même que c'est pas la première fois qu'il y a une crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Après, celle-là est quand même particulièrement importante. À voir comment ça va évoluer, mais ça pourra pas aller plus loin dans le conflit armé. Personne n'en a intérêt. D'autant plus que ça ne serait que encore plus déstabiliser la région face à un Iran qui lui continue à avancer ses pions en Syrie et au Yémen. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à peu près donc à dire. Tu peux se mettre, il me semble qu'il y a un autre article derrière. Voilà. Justement, pour terminer sur l'évolution de la crise, l'Arabie Saoudite du coup continue à
vouloir absolument isoler le Qatar, notamment en faisant pression sur des États africains. Puisque justement, tout à l'heure je vous ai parlé de la Libye et de l'Égypte, mais il faut savoir que le Qatar et l'Arabie Saoudite continuent à faire ce petit jeu d'influence et d'investissement en Afrique. Et donc du coup, là, l'Arabie Saoudite a décidé d'accentuer euh, l'isolement du Qatar, pardon, sur le théâtre africain. Donc là, notamment, cet article du Monde détaille que déjà beaucoup de pays ont décidé de reprendre fait et cause pour l'Arabie Saoudite, notamment le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, l'Égypte et les Comores. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un risque d'exportation du conflit en Égypte pour les prochaines élections? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, non, je suis pas expert, hein, encore une fois, je n'ai jamais été expert, mais ce qui se passe, c'est que pour cette crise-là, de ce que j'ai lu, il y a le but pour l'Arabie Saoudite, c'est de faire rentrer le Qatar dans le rang. Il faut que le Qatar arrête de vouloir le jouer solo, en fait. Arrête avec d'alimenter justement les mouvements politiques islamiques en avec Al Jazeera, avec du financement. Il faut arrêter, il faut que le Qatar arrête d'être complaisant vis-à-vis de l'Iran. Voilà, c'est principalement ça le but en fait pour l'Arabie Saoudite. Euh, le Qatar pourrait tout à fait renforcer son financement de l'opposition islamiste égyptienne. Oui, il pourrait, mais là le problème c'est que quand même contrairement aux autres fois où en 2014 il y avait déjà eu une crise entre les pays du Golfe et le Qatar, mais c'était juste en fait, ils avaient juste rappelé leur ambassadeur et ça s'était calmé 9 mois après. Mais là, du coup, ça ne peut que, enfin, encore une fois, voilà, la crise est plus importante parce qu'ils ont bien isolé le Qatar du point de vue de la scène régionale. Donc, le Qatar va pas pouvoir durer longtemps, surtout si derrière, elle continue à perdre des soutiens vis-à-vis des autres États en Afrique. Vous êtes une chaîne mainstream, même si vous êtes sur Twitch. Ah bah c'est gentil, bisous Arsène Tapin. Tout ceci prouve que l'ONU ne sert plus à rien quand on regarde qui préside par exemple l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme ou le droit de la femme. L'ONU ne sert pas à rien, faut arrêter de chercher faut arrêter de chercher à ce que l'ONU fasse ce qu'elle n'est pas prévu de faire. L'ONU, c'est pas un gouvernement mondial. L'ONU, c'est une organisation internationale qui regroupe 193 États membres. Et donc l'ONU est le reflet des intérêts de leurs États. Donc si leurs États euh, n'ont pas envie de coopérer, eh ben, ça n'avance pas. Mais s'ils ont envie de coopérer, ça peut avancer. Donc voilà. Voilà. Eh ben écoutez, voilà pour le Qatar et l'Arabie Saoudite. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer donc à un autre sujet qui a été assez important. Enfin, qui a été assez important, mais très peu médiatisé, à savoir donc la création d'une force commune pour le G5 Sahel. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pour faire simple, c'est dans le cadre du Mali, en fait, de la crise au Mali. Euh, pour refaire vite fait le truc. Vous avez en 2011 la guerre en Libye. La guerre en Libye qui amène la destitution qui amène à la destitution du coup du Kadhafi, l'effondrement de son régime. Derrière, du coup, comme l'OTAN est intervenue sous mandat des Nations Unies et qu'on y a livré pas mal d'armes pour que les rebelles puissent combattre les milices de Kadhafi, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, la Libye est devenue un peu un... Alors, il y a cette part-là de responsabilité, mais il y a aussi le fait que de toute façon, la Libye était déjà un arsenal. Et du coup, bah, comme il n'y avait l'État libyen s'est totalement effondré, la Libye est devenue, après 2011, un gros bazar à armement à ciel ouvert pour tous les groupes de la région et notamment les groupes de la bande sahélienne. Et donc du coup, au Mali, il faut savoir qu'en fait au nord du Mali, il y avait des revendications de la part des populations touareg qui voudraient créer un État sur la bande sahélienne qui vous a... Alors cet État, c'est justement qui a fait donc l'objet de plusieurs guerres
d'insurrection entre les Touaregs et l'État malien, par exemple, l'État malien ou les autres États donc, de la bande sahélienne. Et en 2012, du coup, profitant de la déstabilisation de la Libye, euh, ces groupes-là, donc du coup, sont revenus vers le Mali et avec d'autres groupes qui, eux, là, étaient des groupes djihadistes, comme AQMI, comme Ansar Dine, ont décidé ont décidé de faire cause commune et ont lancé une offensive sur le Mali, sur le nord du Mali, à partir de janvier 2012. L'armée malienne, qui n'était pas vraiment en bonne posture à ce moment-là, n'a pas pu faire face à cette offensive. Et donc du coup, à la fin de l'année 2012, le président du Mali appelle François Hollande pour lui demander l'aide de l'intervention de l'armée française. Et donc du coup, François Hollande accepte pour deux raisons, à savoir la première, c'est que si l'armée française n'intervenait pas, le Mali risquait en fait à son tour de s'effondrer et ça risquait en fait de déstabiliser toute la région. Et le Sahel n'étant pas très loin évidemment des rives européennes, il était important de ne pas laisser cette zone-là se déstabiliser, à la fois aussi pour la sécurité de l'Europe et pour la stabilité de la région. Deuxième point aussi, c'est que la France évidemment a des intérêts économiques dans ces pays-là, notamment du point de vue des ressources en uranium et aussi du fait de ses ressortissants. Donc voilà. Donc janvier 2013, déclenchement de l'opération Serval, la situation est à peu près rétablie, mais les groupes djihadistes et les groupes Touareg se divisent, et donc du coup on entre à peu près dans une guerre, on va dire, de guérilla dans la partie sahélienne du Mali. La France décide du coup après de revoir son intervention, notamment en intégrant donc du coup la participation de tous les États de la région, et l'ONU décide donc de donner un mandat à cette force internationale, enfin cette force régionale. Ça va donner donc la résolution 2100, votée le 25 avril 2013, qui crée la MINUSMA, la mission interdimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et à partir de là, ensuite, ces États, les 5 principaux États concernés par cette crise-là, enfin par ce problème, ce problème djihadiste, décident donc de s'associer en février 2014 et ils créent le G5 Sahel. Donc le G5 Sahel regroupe donc le Mali, bien entendu, mais aussi la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. D'ailleurs, sur la slide suivante, il y a une carte, normalement, pour pouvoir vous les resituer. Et ensuite, donc, la France revoit, dans le cadre de la MINUSMA, décide de modifier son opération en créant l'opération Barkhane, donc le 14 juillet 2014, qui prend la suite de l'opération Serval et qui du coup est là pour assister la MINUSMA et lutter contre les bandes djihadistes. Donc voilà. Le problème, c'est que ça fait donc depuis janvier 2013 que la France intervient au Mali. Et vous le savez, c'est devenu un sujet récurrent durant la campagne présidentielle, à savoir, est-ce que la France peut continuer à intervenir militairement? Ça lui coûte très cher, et surtout, on n'arrive pas à stabiliser cette région-là, on n'arrive pas à en finir avec ces groupes-là. Le problème, c'est qu'en fait, ces groupes-là utilisent le Sahel, justement, pour se cacher, pour faire des opérations de guérilla, des choses comme ça, et le problème, c'est que c'est une région très vaste, qui est grande comme l'Europe, et donc du coup, c'est pas avec les 4000 hommes de l'opération Barkhane et les autres armées du coin qu'on peut régler ça. Enfin, pas les armées séparément. Donc du coup, il a été pensé dans le cadre de ce G5 Sahel que ces pays-là devaient prendre la suite de l'armée française. Mais pour prendre la suite de l'armée française, il fallait qu'ils aient un soutien financier de la part de la communauté internationale. Souvenez-vous, quand Jean a commenté la conférence de presse de Christophe Castaner après la conférence de presse du Conseil des ministres, un des journalistes, donc c'était le 14 juin dernier, un des ministres lui avait dit il paraîtrait donc que les États-Unis vont mettre un veto à l'ONU contre une résolution française sur la création d'une force dans le Sahel. Moi, Jean m'avait demandé, je ne savais pas ce que c'était, donc du coup, en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire que la France
Pour soutenir financièrement cette force régionale du G5 Sahel, il faut un soutien financier. Et la France proposait qu'en fait cette force soit sous mandat des Nations Unies pour pouvoir obtenir un financement des Nations Unies. Sauf que les États-Unis, eux, considèrent que c'est trop cher et ça servira à rien. Et du coup, il y a eu un débat entre la France et les États-Unis pour essayer de... La France souhaitant en fait que la résolution qui devait être votée mette cette force-là sous le mandat du Conseil de sécurité, sous le chapitre 7. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui, en fait, accorde un mandat de maintien de la paix à une force armée. Et le problème, c'est que les États-Unis n'étaient pas d'accord, puisque Trump, de toute façon, n'est pas fanat des Nations Unies de base, hein, il s'en cache pas d'ailleurs, et il a d'ailleurs menacé de réduire l'engagement financier des États-Unis. Alors, une force militaire de plus dans cette région-là, très clairement, ça n'emballait pas la diplomatie américaine. Donc du coup, la France et les États-Unis sont tombés d'accord sur une résolution qui, grosso modo, soutient mais ne donne pas le mandat à cette force armée-là. Donc du coup, il reste encore la question du financement. Donc voilà. Voilà. Fanny, mais l'ONU est ruinée, non? Comment ça se finance du coup? Ça se finance en fait par... L'ONU n'est pas ruinée, mais c'est-à-dire que l'ONU... les finances des Nations Unies, c'est une question très intéressante d'ailleurs, parce que les États-Unis qui donnent le principal chèque aux Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est un très gros budget, en plusieurs dizaines de milliards. Et le problème, c'est que c'est une grosse machine à faire tourner. Et les États membres, des fois, quand ce que fait l'ONU ne leur conviennent pas, ils décident de réduire les financements. Et le problème, c'est que derrière, ça impacte encore plus l'action des Nations Unies. Et donc là, c'est encore une fois une thématique, c'est-à-dire que sur le Conseil de sécurité, ce sont en général les États membres qui financent ces opérations-là. Donc voilà. Alors surtout que les États-Unis ne veulent pas que cette partie du Sahel devienne autonome sur un plan défensif. Le respect de la souveraineté des pays de cette zone est un running gag depuis 1916. Ouais. Après oui, non. Ça, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, les États-Unis, d'ailleurs, ne sont pas très fans non plus de l'influence française dans cette région-là, très honnêtement. Donc je pense que ça a dû aussi intervenir là-dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup sur cette question-là, mais enfin voilà. Donc pour résumer la question, c'est grosso modo, c'est que on parle du désengagement de la France d'un point de vue financier, enfin d'un point de vue militaire pour cause financière, et là on voit la tentative de la diplomatie française pour retirer ses soldats de l'opération Barkhane, pas tout retirer, garder un soutien aérien, garder un partage de renseignements, et peut-être une petite force de réaction rapide, mais sinon le gros de la troupe Barkhane doit rentrer en France. C'est ce que voudrait faire la France, et pour ça elle voudrait en fait confier la sécurité de la région aux États qui sont concernés. Donc voilà. Et c'est une question aussi qui va aussi revenir, puisque vous le savez maintenant, on a changé de ministre de la Défense, ce n'est plus Sylvie Goulard, c'est Florence Parly. Florence Parly qui n'a pas une grande expérience des questions militaires, mais qui néanmoins, de ce que j'avais vu sur son background, a un passif, enfin en tout cas un très bon background dans ce qui s'agit de gestion budgétaire. Et ça d'ailleurs, ça met tous les militaires français un petit peu... Enfin, ça met les responsables militaires pas très bien, parce qu'ils se disent putain, on va encore nous couper des budgets, mais on nous demande d'intervenir partout, donc c'est pas possible. Alors, ils n'étaient pas fans de l'influence de la France en Irak et on a vu comment ça finit. Oui, complètement, Fanny. Mais je pense pas qu'ils auraient envie d'intervenir dans le Sahel. Donc bon, voilà quoi. Bon, et ce que je vous propose, c'est que justement, on aille voir un petit peu ce qui s'est passé à l'ONU par rapport à cette résolution donc, que la France a tenté de faire passer sur le Mali. Donc je vous propose qu'on aille voir ça, mais avant toute chose, puisque vous l'attendez, vous l'aimez, on va se mettre un petit générique. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Il y a une alternative à la guerre.
Et rebonjour à tous. Alors, du coup, on va aller voir ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'était lundi dernier. Oui, c'était ça, c'était lundi dernier, il me semble. Oui, le 20. Non, attendez. Non, ça devait être mercredi dernier, pardon. Enfin, je sais plus. Il y a marqué quoi sur la vidéo? Il me semble que c'était lundi ou mercredi, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, rassurez-vous, ça ne dure que 15 minutes. Donc c'est vote de la résolution et déclaration de 2-3 pays. Mais justement, on va voir un petit peu comment ça a été justifié, justement, cette résolution. Alors c'est parti. Donc on est au mois de juin, présidence bolivienne. Oui, bolivienne, j'allais dire bolivarienne. L'ordre du jour Tous les mélanchonistes qui me seraient tombés dessus. est le suivant. Paix et sécurité en Afrique. Donc voilà, paix et sécurité en Afrique. L'ordre du jour est adopté. Sur quel sujet déjà? Donc la résolution par rapport à la création d'une force armée du G5 Sahel. Voilà. Provisoire du Conseil de sécurité. J'invite le représentant du Mali à participer voilà, le Mali. à cette séance. Merci Fanny. Heureusement que tu suis. Le Conseil de sécurité va à présent examiner le point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis du document S 2017-522. Il s'agit du texte d'un projet de résolution présenté par la France. Oui, Vlad est là. Le Conseil Après, ce qui prendra la parole, c'est autre chose. Est prêt à mettre aux voix le projet de résolution dont il est saisi. La régie va gérer le son, vous en faites pas, Ceux qui sont pour le projet de résolution figurant dans le document S 2017-522, veuillez lever la main. Alors, vote donc du coup de la résolution sur la création d'une force armée du G5 Sahel. Sans surprise, c'est un carton plein. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a obtenu 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2359 de 2017. Alors si Yazan, il vote à main levée aux Nations Unies. Ils sont que 15, donc ça prend pas trop de problèmes. Intervenir. Et de toute façon, vous en faites pas, vous avez un huissier qui est là pour justement valider le vote de chacun. Et donc là, c'est le représentant de la France, François Delattre, qui prend la parole. Donc sur une résolution française. L'unanimité de la résolution 2359. Par ce texte important et à bien des égards fondateur, le Conseil de sécurité exprime son plein soutien à la force conjointe mise en place par les États du G5 Sahel afin de lutter contre la menace terroriste à laquelle ils font face et qui ne connaît pas de frontières. Il appelle l'ensemble de la communauté internationale à fournir une assistance logistique, opérationnelle et financière à l'initiative des États du G5 Sahel, à travers notamment la tenue à brève échéance d'une conférence des donateurs. Enfin, il annonce son intention de se réunir à nouveau à plusieurs reprises dans les prochains mois afin d'examiner, entre autres choses, les éventuelles mesures à prendre afin de soutenir le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel. Donc François Delattre qui rappelle les grands points de la résolution française qui vient d'être adoptée au Conseil de sécurité, enfin qui a été du coup, puisque c'est en différé. Monsieur le Président, la résolution que nous venons d'adopter apporte un appui fort et décisif à une initiative africaine majeure, endossée et autorisée par l'Union africaine, qui vise à lutter contre le terrorisme. Elle contribue à la démarche stratégique visant à encourager la volonté des pays africains de prendre en charge la sécurité de leur continent. Elle s'inscrit pleinement dans la nécessité promue par le secrétaire général des Nations Unies de renforcer le partenariat entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, notamment en Afrique.
La force conjointe J'aime du beaucoup G5 ton résumé, Birarmi. accompagnera et complétera C'est tellement ça. les efforts de la Nous, la MINUSMA France, au allons Mali. galérer pour aider à En lever des agissant fonds, sur pour le aider à la territoire, constitution de ce non G5. Nous couvert continuerons à investir, à jusqu'ici former des officiers dans et cette en zone. menant des Et vous tous nous activités regarderez sans lâcher un contre-terroristes billet. qui ne C'est relèvent pas tellement du ça. mandat de la MINUSMA. C'est un peu ça en Europe aussi. En contribuant à la sécurisation de la région, elle permettra également à la MINUSMA de se concentrer sur ses tâches prioritaires et facilitera la mise en œuvre de son mandat. Elle agira également en coordination avec les forces françaises de l'opération Barkhane, avec laquelle des contacts opérationnels ont déjà été noués sur le terrain. Monsieur le Président, la paix et la sécurité dans le Sahel constituent pour la France et l'Europe une priorité de premier plan qui a des incidences directes sur notre propre sécurité nationale. Les 4000 soldats français déployés dans la région, à la demande des autorités des pays du G5 Sahel, poursuivent leurs actions contre-terroristes en soutien aux forces des États du G5. 20 d'entre L'Europe eux est liée aussi. À ont la donné fin, leur vous allez vie. chouiner sur notre déficit public, mais tellement, Fanny. Au moment où le terrorisme frappe partout dans le monde, nous ne pouvons pas laisser le Sahel devenir un nouveau refuge pour les organisations terroristes du monde entier. Au Sahel, c'est notre sécurité à tous qui est en jeu, pas seulement celle des pays du G5. Cette réalité nous impose d'agir ensemble et de nous coordonner. C'est notamment pour cela que les États du G5 se sont tournés vers le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est une conviction profonde de la France à la responsabilité morale et politique d'apporter un soutien unanime à nos partenaires De 10 € par Jean-Daniel Fischer, un billet pour Acropolis. Merci beaucoup. En particulier au Sahel. Et c'est dire combien notre vote Toi au moins tu donnes de l'argent. est important. C'est pas comme le Conseil de sécurité, il en donne Le Conseil pas. de Lui. sécurité a en effet constamment soutenu le renforcement des capacités africaines pour répondre aux crises. Il a également constamment soutenu les États africains et les organisations africaines dans leur volonté de prendre leur destin et leur sécurité en main. Apporter un appui clair à la force conjointe du G5 Sahel, c'est donc avant tout faire preuve de cohérence à l'égard de nos partenaires et amis africains. C'est aussi promouvoir une vision ambitieuse, celle du partenariat stratégique avec nos amis africains. Les États africains et organisations africaines prennent de plus en plus la responsabilité de déployer des forces pour lutter directement contre le terrorisme, complétant ainsi les missions des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous souhaitons ici rendre hommage aux sacrifices qu'ils consentent pour leur propre sécurité, mais également pour la nôtre. Nous saluons cette Donc on pourrait faire le évolution raccourci que profonde les et États-Unis positive soutiennent indirectement le terrorisme au pour Sahel en garantir refusant la paix d'air. et la sécurité internationale. Donc les USA soutiennent le terrorisme. Notre Oh responsabilité non, quand même pas. et la Non, ils s'en responsabilité foutent, des c'est tout. Nations Unies en particulier est de les soutenir concrètement dans cet effort, politiquement, mais également financièrement, alors qu'il manque souvent des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. La France compte intensifier son action pour appuyer les États africains et les organisations africaines dans leur détermination à prendre en charge leur sécurité et répondre à la menace terroriste. Monsieur le Président, ne nous y trompons pas. Attention. La résolution que nous venons d'adopter à l'instant est un texte fondateur. Non seulement le Conseil de sécurité apporte un soutien fort et décisif à la mobilisation de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme, Mais on rappellera que le Conseil de sécurité, du coup, n'accorde pas de mandat à cette force régionale. mais il incarne une vision stratégique, celle du partenariat avec nos amis africains dans le domaine de la paix et de la sécurité, dont nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Soyez assurés de la détermination de la France à nourrir la dynamique profonde et irréversible que le Conseil de sécurité initie aujourd'hui dans sa relation avec l'Afrique. Je vous remercie.
Je remercie le représentant de la France. Donc voilà, déclaration de François Delattre qui donc reprécise bien les enjeux, les objectifs de cette résolution. Vous avez la parole. En filigrane, pour la France, le principal enjeu, c'est de pouvoir substituer l'opération Barkhane par cette force du G5 Sahel. Et cette force du G5 Sahel continuera à, elle, coopérer avec la MINUSMA, la mission interdimensionnelle de stabilisation du Mali. Et donc voilà, c'est au tour donc, du représentant permanent du Mali de prendre la parole. À l'occasion de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2359 consacrée à la force conjointe du G5 Sahel, force endossée par l'Union africaine. Je souhaite à ce titre vous transmettre, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, ainsi qu'à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, les remerciements de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et président en exercice du G5 Sahel, au nom de ses pairs du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, pour cette décision importante que vous venez juste de prendre à l'unanimité. En effet, nul besoin de souligner l'importance de cette force pour la stabilité de notre espace commun et pour l'espoir qu'elle suscite. À savoir que l'un des problèmes aussi du G5 Sahel, c'est l'Algérie n'en fait pas partie. Si elle n'est pas, il faut savoir quand même qu'une partie du désert sahélien est compris sur le territoire algérien. La création ça aussi, ça va être une des limites. Participe donc de la volonté commune de nos chefs d'État de mettre en commun leurs efforts et leurs moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme, les crimes organisés et les trafics d'êtres humains qui constituent de nos jours une véritable menace à la paix et à la sécurité régionale et internationale. La résolution 2359 que vous venez d'adopter tout à l'heure est un message clair de fermeté de la communauté internationale vis-à-vis des groupes terroristes qui se sont coalisés récemment pour déstabiliser davantage notre sous-région. Elle est également un message de solidarité de la communauté internationale envers les peuples du Sahel. C'est dire tout l'espoir que nous fondons sur le déploiement rapide de cette force conjointe. Alors, à savoir justement que l'Union européenne a promis 50 millions d'euros pour financer la force du G5 Sahel. Et qu'une conférence, du coup, comme l'a dit François Delattre tout à l'heure, une conférence des donateurs aura lieu pour pouvoir financer de façon pérenne cette force régionale. L'accord pour la paix et la sécurité au Mali, issu du processus d'Alger, et à la réalisation des projets structurants d'infrastructures pour le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Merci d'avoir compris, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, que la force conjointe du G5 Sahel n'est pas une force de plus ou de trop. C'était l'un des arguments, notamment des Américains, de celles des forces déjà de dire que, attendez, il y a déjà les Français avec Barkhane, il y a l'ONU avec la MINUSMA, plus les 5-6 armées nationales qui coopèrent au sein de l'Union africaine, enfin sous mandat de l'Union africaine pour essayer justement de soutenir Barkhane et la MINUSMA. Et donc du coup, on n'a pas besoin encore de financer une énième force armée, etc. Mais l'enjeu derrière, c'est que pour la France, c'est de pouvoir retirer son opération Barkhane, continuer à apporter un soutien, mais substituer le gros de la force Barkhane par la force conjointe du G5 Sahel. G5 Sahel, encore une fois, on rappellera les pays. Il s'agit du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. De la sécurité et de la paix durable, car nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de paix durable sans développement et inversement. Je puis vous assurer que les opérations de cette force conjointe seront respectueuses du genre, des droits de l'homme et des droits internationaux et humanitaires. Pour toutes bien de le rappeler quand même. Je plaide pour je vous rassure les gars, on ne tuera personne. Et plus conséquent des partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin
en vue de la mobilisation des moyens nécessaires à Ça fait l'opération. combien d'hommes l'opération Barkhane, Exad? Alors François Delat tout à l'heure nous avançait le chiffre de 4000 personnes. Au début de l'opération Barkhane on était à 5000, mais je pense que la France a commencé à réduire, donc ouais, on doit être autour de 4000 ou un petit peu moins. Voilà. Que la résolution prévoit l'organisation prochaine d'une conférence. Ce qui, pour l'échelle de l'armée française, est une opération quand même Et multilatéraux. non négligeable. Nous voulons aller vite, quand les groupes criminels n'attendent pas. Et la force du G5 Sahel, grosso modo, à relever les défis de la ça prévoit un déploiement de 10 000 hommes, donc plus du double de la force Barkhane à française. opérationnaliser rapidement cette force avec les ressources propres, en attendant l'appui de la communauté internationale. Dans cette perspective, un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel est prévu le 2 juillet 2017 à Bamako, avec la participation du président de la République française. Le général de division Didier Dacko a été nommé commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Il est à pied d'œuvre pour la mise en place de l'état-major de la force et les bataillons sont en cours de constitution au niveau de chaque État membre avec les moyens disponibles. Terminant comme j'ai commencé, je réitère la gratitude infinie des États membres du G5 Sahel, à chacune et à chacun de vous, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, pour cette décision historique, mais combien importante, et pour votre sens de compromis qui a permis de réaliser ce résultat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Agradezco por su declaración. Je remercie le représentant du Mali pour son intervention. Et voilà donc qui conclut la déclaration du représentant permanent du Mali. Et donc, il n'y a pas d'autres orateurs. Donc du coup, voilà, qui conclut donc cette réunion. Donc voilà, c'était une petite réunion. Mais pour moi, ça me semblait... c'était un article que j'avais vu là-dessus donc qui faisait le lien entre cette résolution-là et le désengagement de la force Barkhane. Sujet qui nous touche directement quand même, puisque ça fait quand même maintenant, ça fait quoi? Ça fait janvier 2013, on est en juin 2017, ça fait quand même plus de 4 ans qu'on y est, donc voilà. Alors, voilà, les enjeux, la France n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas eu une résolution qui accordait un mandat au G5 Sahel pour pouvoir permettre son déploiement. C'est quand même 10 000 hommes, il va falloir les équiper, les encadrer, les former, etc. Ça va demander de l'argent. Et le problème, c'est que comme ils n'ont pas obtenu le mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7, ils ne bénéficieront pas du soutien direct et financier des Nations Unies. Mais du coup, cette résolution, pour la France, voyant qu'il y avait un blocage de la part des États-Unis et aussi un petit peu des Britanniques, les voyant réticents à financer une énième force dans la région, ils ont décidé donc d'avoir une approche plus progressive, voilà, à savoir, ok, le Conseil de sécurité, par cette résolution 2359, soutient la création de cette force conjointe du G5 Sahel. De deux, on met en place une conférence des donateurs, soutenue par les Nations Unies, donc avec notamment l'Union Européenne qui va donner 50 millions d'euros. Derrière, c'est un autre point donc, de la résolution 2359 qui vient d'être votée, à savoir que le secrétariat général fera un bilan de l'action de cette force G5 Sahel. Et pour la France, l'enjeu c'est que on essaie de trouver des financements extérieurs hors ONU pour faire en sorte que cette opération marche. Si elle marche, derrière, on pourra revoter une résolution pour, cette fois, donner un mandat onusien au G5 Sahel, le financer de façon pérenne. Et du coup, la France pourra ainsi définitivement se retirer. Donc voilà. Et la France mettrait autant d'argent à soutenir le G5 Sahel qu'elle met dans l'opération Barkhane. Disons que c'est plus simple, si tu veux, de former et de financer des forces armées étrangères, parce que pour deux raisons. La première, c'est que déployer des forces militaires, c'est utiliser du matériel, ça coûte cher, ça demande de la logistique, les coûts quotidiens sont plus importants. Deuxième point, l'opinion publique commence à trouver les interventions françaises à l'extérieur comme des espèces de bourbiers, et à chaque fois qu'il y a un mort dans l'armée française, il y a un émoi, il y a cet aspect-là aussi qui est pris en compte, je pense, aussi dans la décision. Mais la principale raison est avant tout financière. Et de deux, la France
se dit que le raisonnement de la France est le suivant, mais il n'est pas inintéressant non plus, c'est que grosso modo, si on n'aide pas ces États-là à prendre en charge leur sécurité et leur stabilité, la France restera ad vita aeternam avec son opération Barkhane dans le Sahel. Et donc ça va être très compliqué. Alors, on parlait d'un G7 avec la Libye et l'Algérie il y a encore peu pourtant. Ouais, mais visiblement, non, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord jusque-là. Du coup, tu en penses quoi, toi? Bah, je sais pas, et toi, t'en penses quoi? Oh, j'ai piqué cette phrase à Jean. Donc voilà. Dorian, ça te dirait pas d'aller bosser un peu? Merde. Putain. Donc voilà. Et on équipera chaque soldat de l'opération d'une licorne. Tout à fait, Fanny. Tout à fait, c'est prévu dans le kit ONU. Dès que tu reçois le mandat de l'ONU, t'as tout. T'as la licorne, t'as l'arc-en-ciel en spray, t'as tout ça. Parce que financement hors ONU, ça pourrait être par qui? Bah alors, il va avoir l'Union Européenne, mais tu vas avoir aussi, je pense, à mon avis, d'autres États africains, comme à mon avis, tu devrais avoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je pense qu'à mon avis, la France va se démener pour essayer de trouver des financements. Et je pense qu'auprès de ses partenaires européens, en tout cas, elle arrivera à dégager des financements, puisque là, derrière, il y a quand même l'enjeu de son déficit, l'enjeu de la sécurité de l'Europe, l'enjeu aussi de est-ce que la France continue toujours à intervenir pour défendre l'Europe. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui rentrent en jeu. Donc voilà. Le boulot de Dorian est une pause, mais tellement, tellement. Donc voilà. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, petit format un peu mixte. Hein. Moi, j'aime bien faire des expériences comme ça. Je n'aime pas que ça soit cadré, que ça soit gravé dans le marbre. Donc voilà, une petite revue de presse, vite fait. Mais moi, j'utilise un peu le prétexte d'une revue de presse pour qu'on puisse parler en fait de d'autres situations dans le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des remarques, des retours à faire sur ce format-là? Si vous ne l'avez pas tout de suite, réfléchissez-y parce que ce soir on a l'Inside Acropolis et donc du coup on vous redemandera votre avis. Donc voilà. Pareil, est-ce que vous trouvez ça pertinent d'intégrer du coup des mini-réunions du Conseil de sécurité? Parce que par exemple, ça a duré 15 minutes. Ça, c'est pas un truc que je peux en faire une émission tout seul. Donc du coup, je trouvais ça pertinent, toi, tac, faire connexion avec un article de presse. Et hop, on va ensuite au Conseil de sécurité pour voir comment ça se passe. Donc voilà. Donc, à vous de me dire, réfléchissez-y. On en reparle tout à l'heure pour... bah tiens, ouais, allez, un petit stropole sur le format. On va se faire ça. Ouais, mais non, mais l'ordinateur, là, il marche pas, là. Bah écoute, Sylvain, tu peux en faire un? Ah, Sylvain, il dort, là. Non? Non, il dort. Bon, tant pis, il dort. Bon, écoutez, on en reparle tout à l'heure, du coup. Non, attends. Moi, l'ordinateur étant pas dispo, si tu peux faire un stropole. Ouais. Avec quel sujet de savoir est-ce que le format revue de presse plus réunion est pertinent pour eux? Hmm. Oui, plus petite réunion, tu te mets. Alors, c'est plus punchy que les longues réunions, mais ça manque de Vlad. Bah oui, mais Vlad, hein, et Vlad, putain, Vlad, faudrait qu'on... C'est quoi le Vlad? On va essayer de l'inviter dans un isoloir. Je suis sûr que ça peut être très fun. Donc bon, voilà quoi. J'étais pas là, j'ai rien vu, mais je suis sûr que c'était bien. Utilité 0, bonsoir. Visite, tu sors. C'est cool, ça permet de mettre en lumière un truc qui n'est pas nécessairement médiatisé. Ouais, c'était le but. Je trouve le format sympa, j'aime bien que seuls les sujets soient annoncés et le déroulement plus libre et non préparé. Pourquoi pas ajouter un petit échange avec un viewer via Discord. On réfléchit à faire en fait des libres antennes sur l'actualité internationale aussi. Donc voilà, on va voir. Donc voilà. Et super intéressant d'avoir toutes ces informations qui ne sont pas du tout visibles en temps normal. Donc voilà. Mais une combinaison anti-radiation avec Vlad. Oh, non, non, il n'est pas ukrainien, ça va bien se passer. Non, ce serait drôle. Mais c'est marrant, vous savez, moi je me fais souvent la remarque, les gars, avant qu'on crée la communauté de l'ONU, je suis sûr que jamais ils auront été connus par du grand public. Enfin, aussi petit que soit notre communauté, je me dis, putain,
ces gars-là, avant ça, personne ne les connaissait, ni même dans les grands médias, des choses comme ça. Et nous, on les médiatise, voilà quoi, on en fait des personnages quasiment. Donc, ce serait marrant qu'ils s'en rendent compte un jour. Putain, merde, on est sur Twitch, les gars. Donc voilà. Alors, ce Stropole. Alors, attendez, on va voir ça. Alors. Donc, ah oui, bah voilà, c'est parfait ça. Moi j'aime bien les plébiscites. Bon, c'est parfait. Ok. Eh ben écoutez, c'est parfait. Je continue à réfléchir du coup à comment encore une fois améliorer ce format, mais ravi de voir que du coup ça vous plaise et que vous trouvez ça pertinent. T'as encore un présentateur qui a le melon. Oh bah tout de suite. Donc voilà. Ok les amis, on va mettre fin à du coup cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'être resté avec nous. Je me demande qui c'est le vote contre. C'est marrant ça. Je suis sûr qu'il est de Dijon en plus. Non, c'est pas toi? Bon, d'accord. Du coup, restez avec nous, puisque là, dans une demi-heure, on enchaîne avec Bouge-toi la démocratie, donc pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans le projet. Et ensuite, ce soir, à partir de 19h, il me semble, oui, 19h, on a un Inside Acropolis, donc voilà, bilan de l'émission, votre émission entre vous et nous, voilà, où on discute posément, savoir ce que vous pensez du projet, et avec plein d'annonces à vous faire, donc voilà. Sur ce, d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, vous pouvez parler avec nous sur le Discord. Et un grand merci aux tipeurs, un grand merci au chat, un grand merci au modo. Et moi sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour l'Inside. Des gros bisous! Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Il y a une alternative à la guerre.